Je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 32 ans et je vis dans la banlieue de Lyon. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai existé dans un espace étrange et silencieux au sein de ma propre famille, assez proche pour être utile, mais jamais assez pour être mise à l'honneur. J'ai une sœur aînée, Léa, qui a 3 ans de plus que moi, et dès notre enfance, il était clair que mes parents la considéraient comme quelqu'un de spécial. Léa avait cette façon naturelle de traverser la vie, elle souriait et les gens lui rendaient son sourire, les professeurs l'adoraient, les voisins disaient qu'elle était un rayon de soleil, et mes parents parlaient d'elle comme de la preuve qu'ils avaient réussi quelque chose. Moi, j'étais la responsable, c'était le mot qu'ils utilisaient le plus souvent, responsable, mûre, indépendante, des mots qui sonnent comme des compliments jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils sont juste une autre façon de dire qu'on se débrouillera très bien sans eux. En grandissant, le favoritisme n'était pas toujours bruyant, mais il était constant. Les anniversaires de Léa étaient de véritables événements, de grandes fêtes dans le jardin avec des structures gonflables louées, des décorations à thème et des amis qui envahissaient la pelouse, alors que les miens étaient plus calmes. Une pizza sur la table de la salle à manger et un gâteau acheté en grande surface. Ma mère me tapotait l'épaule en disant que je n'avais pas besoin de tout ce tralala, que j'étais une enfant facile. Facile est devenu mon rôle. Noël racontait la même histoire chaque année, Léa recevait les cadeaux coûteux, la maison de poupées de luxe, les derniers gadgets électroniques, les vêtements de marque, tandis que je recevais des choses pratiques ou des versions d'occasion de ce qu'elle avait déjà eu. Une fois, quand j'avais 10 ans, je me souviens avoir déballé une maison de poupées d'imitation à laquelle il manquait une porte, j'ai essayé de ne pas paraître déçu, mais ma mère l'a remarqué quand même et m'a dit avec un sourire que ça fonctionnait encore, comme si cela réglait la question. Cette phrase est restée gravée en moi, ça fonctionne encore. C'est ainsi qu'il me voyait, fonctionnel, fiable, remplaçable. Le fossé entre Léa et moi est devenu impossible à ignorer à l'entrée à l'université. Je me suis épuisé au travail au lycée, enchaînant les options lourdes, les nuits blanches et les week-ends à réviser pendant que Léa sortait avec ses amis. J'ai été admise dans une école d'ingénieur locale et j'ai décidé de rester vivre chez mes parents pour économiser, ce qui me semblait logique et responsable. Léa, de son côté, est partie dans son école de rêve à Paris, et mes parents ont tout payé, les frais de scolarité, le loyer du studio, les repas, l'argent de poche. Ils s'en vantaient constamment, racontant à tout le monde à quel point ils étaient fiers d'elle. J'ai supposé bêtement qu'ils m'aideraient aussi, mais quand je me suis assise avec ma mère pour lui expliquer mon projet, elle a à peine levé les yeux de son plan de travail pour me dire que si je restais ici, je devrais contribuer. Contribuer signifiait en fait payer 400 € par mois pour le loyer et les charges, en plus de mes propres courses. J'avais 18 ans, je travaillais à temps partiel dans une librairie pour le SMIC horaire, et quand je lui ai rappelé que Léa ne payait pas un centime pendant ses études, maman a haussé les épaules en disant qu'il donnait à Léa ce dont elle avait besoin, mais que j'étais différente, indépendante. Et que je m'en sortirais. Et je l'ai fait. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai sauté des repas, j'ai acheté des livres d'occasion ou je les ai empruntés à la bibliothèque, je conduisais une vieille voiture sans climatisation pendant les canicules estivales parce que je n'avais pas les moyens de la réparer. Chaque mois, je donnais ces 400 € alors que Léa vivait dans un appartement neuf et appelait à la maison pour se plaindre que la clim était trop forte. Mes parents lui envoyaient de l'argent supplémentaire pour qu'elle ne soit pas en difficulté. Un jour, dans la cuisine, avec mon paquet de nouilles instantanées à la main, j'ai entendu ma mère dire au téléphone que les études étaient déjà assez dures et qu'il ne voulait pas qu'elle soit stressée. Je me souviens m'être demandé quand exactement cette compassion avait décidé que je ne la méritais pas. Quand Léa a obtenu sa licence en communication avec une moyenne correcte, mes parents ont organisé une fête immense avec traiteur, musique et décoration, invitant la moitié de la ville. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique avec les félicitations du jury, nous avons eu un dîner tranquille à la maison, ma mère a fait des lasagnes et a dit qu'il n'était pas nécessaire d'en faire tout un plat. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris que ce n'était pas une question d'argent, mais de valeur. Après mes études, j'ai déménagé aussi vite que possible dans un minuscule appartement près de mon premier emploi, avec des meubles bon marché et de longues journées de travail. J'ai travaillé dur, j'ai épargné agressivement et j'ai construit ma vie brique par brique sans rien attendre de ma famille car j'avais appris à ne plus rien espérer. Léa a épousé Thomas, un homme que mes parents adoraient malgré le fait qu'il ne semblait jamais garder un emploi bien longtemps. Ils ont eu 3 enfants et mes parents sont intervenus comme ils l'avaient toujours fait pour elle, babysitting tous les week-ends, aide financière, sympathie sans fin. Quand Léa se plaignait d'être débordée, mes parents lâchaient tout pour l'aider. Peu importe ce que j'accomplissais, je restais toujours au second plan.
C'est pour ça que j'ai arrêté de partager les détails de ma vie avec eux, promotion, augmentation, objectifs, rêves. J'ai tout gardé pour moi, y compris la plus grande décision de ma vie. Après des années à louer une boîte à chaussures améliorée, j'ai enfin décidé qu'il était temps d'acheter une maison. Je ne l'ai pas dit à ma famille, non pas parce que je cachais quelque chose, mais parce que je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. À leurs yeux, mes réussites devenaient toujours une propriété collective et tout ce que je possédais était quelque chose dont Léa méritait aussi de profiter. La seule personne au courant était mon petit ami, Marc. Il m'écoutait parler des annonces, des budgets et des quartiers, et un soir, il m'a serré la main en disant que j'avais travaillé dur pour ça et que ça devait être à moi. Je l'ai cru. Ce que je ne savais pas, c'est que même le silence ne me protégerait pas, car au moment où ma famille a découvert que je cherchais une maison, ils n'ont pas vu cela comme mon avenir, mais comme le leur, et cette réalisation allait bouleverser ma vie. S'il y a une chose que j'aurais dû apprendre à 32 ans, c'est que le silence n'est pas synonyme de sécurité, surtout dans une famille comme la mienne. Je n'ai pas annoncé mes recherches, je n'ai rien laissé paraître sur les réseaux sociaux, je n'en ai même pas parlé à la famille éloignée, j'ai traité cela comme une étape privée, quelque chose rien que pour moi. Après des années à voir mes accomplissements reconditionnés en ressources partagées, je voulais une chose qui reste mienne du début à la fin. Pendant un temps, ça a marché. Je passais mes soirées à parcourir les annonces, à étudier les quartiers, à faire des calculs. Le week-end, je visitais des maisons seules, me garant à une rue de là au cas où quelqu'un reconnaîtrait ma voiture. J'évitais tout ce qui était proche du secteur de Léa, car la dernière chose dont j'avais besoin était que la nouvelle circule par le bouche à oreille familial. Apparemment, j'ai sous-estimé à quel point le monde est petit. Une collègue, Dana, le genre de personne qui se nourrit de ragots déguisés en inquiétude, a laissé échapper que j'envisageais d'acheter. Elle ne pensait pas à mal, j'en suis sûr, c'est juste le genre de personne qui utilise la vie des autres comme assaisonnement de conversation, mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la personne à qui elle en a parlé se trouvait être la voisine de Léa. À partir de là, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé d'une voix anormalement enjouée pour me demander pourquoi je ne leur avais pas dit que je cherchais une maison. Mon cœur a lâché, j'ai fait l'idiote en disant que je ne faisais que regarder sans rien de sérieux, mais elle a répondu rapidement que Léa et elle en avaient discuté et qu'elles avaient de merveilleuses idées pour moi. C'était mon premier signal d'alarme. Elle s'est lancée directement comme si elle avait répété son discours, affirmant que j'aurais besoin de quelque chose d'assez grand pour tout le monde, au moins 4 chambres pour que les enfants aient de l'espace, et qu'il serait bien d'avoir une chambre d'amis pour eux. J'ai serré mon téléphone en demandant de quels enfants elle parlait puisque je n'en avais pas, et elle a ri comme si j'étais ridicule en disant qu'il s'agissait bien sûr des enfants de Léa et qu'il serait préférable que ce soit proche de chez elle pour plus de commodité. Voilà, mon avenir était déjà réécrit pour s'adapter à la vie de Léa. Après cet appel, les vannes se sont ouvertes. Chaque jour, mon téléphone vibrait avec des liens, des SMS de ma mère, des messages de Léa montrant d'énormes maisons de 5 chambres avec piscine et triple garage, à des prix si élevés que je me demandais si elle pensait que j'avais gagné au loto. Celle-ci serait parfaite pour nous, m'a envoyé Léa un jour avec une annonce pour une maison de 6 chambres, tandis que ma mère ajoutait qu'un certain quartier avait d'excellentes écoles et que je devais penser aux enfants. Pas une seule fois quelqu'un ne m'a demandé ce que je voulais. J'ai d'abord essayé de les rediriger en disant que je cherchais quelque chose de petit et douillet juste pour moi, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Ma mère m'a répondu de ne pas être égoïste, que je n'avais pas besoin de tout cet espace mais que Léa, elle, en avait besoin. C'est là que j'ai arrêté de répondre. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine et je me suis concentré sur mes propres recherches en faisant confiance à mon instinct, et j'ai fini par trouver un petit pavillon de 2 chambres juste à la sortie de la ville, dans une rue calme. Avec une cuisine ensoleillée et un petit porche qui semblait sortir d'un film. Le jardin était modeste mais parfait pour un potager. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, ce n'était pas grand, mais je m'y sentais chez moi. Dès que je suis entré, quelque chose s'est apaisé en moi. J'ai fait une offre le soir même. L'attente m'a presque brisé, mais quand l'acceptation est arrivée, j'ai pleuré seul dans ma voiture, non pas de stress mais de soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi quelque chose sans demander la permission. Je ne l'ai pas dit à ma famille, je les ai laissés continuer à envoyer leurs suggestions pendant que je signais les papiers et préparais mon déménagement en silence. C'était comme une petite rébellion inoffensive. Puis ma mère a rappelé pour dire que nous dînions ensemble le week-end suivant et que je devais venir. J'ai failli refuser,
chaque instinct me disait de le faire, mais une partie de moi, celle qui espérait encore un peu de raison, a pensé que c'était peut-être le moment de mettre les choses au clair. Je suis arrivé à l'heure, me préparant au pire. La maison était un chaos total dès mon entrée, les enfants de Léa couraient dans le salon en hurlant, Thomas était affalé sur le canapé devant la télé et ma mère m'a à peine regardé en disant que pour une fois j'étais à l'heure. Nous nous sommes assis pour manger, entre banalité et plainte. Léa parlait de la petitesse de leur appartement, de sa fatigue, de l'injustice de tout cela. Je savais ce qui arrivait. Ma mère s'est raclé la gorge et, avec un sourire trop brillant, a annoncé qu'elle pensait avoir trouvé la maison parfaite pour moi. Léa a enchaîné en disant qu'elle était magnifique, 5 chambres, un immense jardin à quelques rues de chez eux, parfaite pour tout le monde, et ma mère a ajouté qu'il y aurait de la place pour les enfants et que Thomas pourrait y avoir un bureau. Elle parlait comme si la décision était déjà prise. C'est là que j'ai posé ma fourchette et que j'ai dit d'une voix plus ferme que je ne le pensais que j'avais déjà acheté une maison. Le silence s'est installé dans la pièce. Quoi, a aboyé ma mère. J'ai répété que j'avais acheté une maison, un pavillon de 2 chambres, parfait pour moi. Léa m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère et a demandé comment ils étaient censés tenir dans un pavillon. Vous ne tiendrez pas, ai-je répondu calmement, c'est ma maison. Le visage de ma mère est devenu rouge et elle m'a demandé comment j'avais pu prendre une telle décision sans les consulter. Parce que ce n'était pas votre décision, ai-je répliqué, vous ne m'aidiez pas, vous planifiez pour Léa. La voix de Léa est devenue perçante quand elle a crié qu'ils en avaient besoin et que ce n'était pas juste pour les enfants. Je me suis levé en disant que ce n'était pas ma responsabilité, que j'avais travaillé pour ça et que je n'y renoncerais pas. Mon père a frappé du poing sur la table en disant que j'étais égoïste. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que quelque chose avait définitivement changé, j'ai dit que je me choisissais enfin et que si cela faisait de moi une égoïste, alors soit. Je suis sorti alors que Léa pleurait et que ma mère me criait après. Je suis rentré chez moi en tremblant mais plus légère que je ne l'avais été depuis des années, sans savoir que ce n'était que le début. Le retour de bâton a commencé avant même que j'arrive chez moi. Au moment où je me suis garé sur le parking de mon appartement, mon téléphone s'allumait déjà, appels manqués, SMS s'accumulant les uns sur les autres. Je n'en ai ouvert aucun. Je connaissais trop bien l'écosystème émotionnel de ma famille pour reconnaître le cycle, d'abord le choc, puis l'indignation, puis la culpabilité, servie brûlante et sans interruption. Ce soir-là, Léa m'a envoyé une photo de ses enfants assis sur leur canapé, des jouets éparpillés partout, les visages fatigués, avec pour légende « Regarde comme on est serré, est-ce que c'est juste pour Zoé et Léo ?» J'ai fixé la photo plus longtemps que je n'aurais dû, non pas parce qu'elle m'avait convaincu mais parce que ça faisait mal. J'avais passé la majeure partie de ma vie à être dressé pour me sentir responsable du mal-être des autres. C'était juste la dernière version de cette leçon. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de ma mère et une série de messages de Léa disant que j'avais changé, qu'elle ne me reconnaissait plus, que maman avait pleuré toute la nuit et que la famille était censée compter. Celui-là a failli m'avoir. Presque. À midi, mon père a ajouté son grain de sel avec un message vocal de près de 6 minutes que je n'ai pas écouté en entier, le ton seul me disait tout, une déception déguisée en autorité. Les messages continuaient d'arriver toutes les quelques heures comme une horloge. Ma mère m'envoyait des paragraphes sur mon égoïsme, sur la détresse de Léa, sur le fait que les enfants ne méritaient pas ça. Elle a suggéré plus d'une fois qu'il n'était pas trop tard pour vendre ma maison et acheter quelque chose de plus approprié pour la famille. C'est là que je les ai mis en sourdine. Pas bloqué, pas encore, juste en sourdine. Je n'étais pas encore prête à accepter que ma propre famille ne respecterait jamais une limite à moins qu'elle ne soit imposée par des conséquences. Quelques jours plus tard, la pression s'est élargie. Ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé à l'improviste pour me dire qu'elle était au courant et que la famille passait avant tout, que je devais aider ma sœur. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle mais parce que c'était absurde venant d'une femme qui se souvenait à peine de mon anniversaire et qui s'investissait soudainement dans mes obligations morales. J'ai refusé de discuter et j'ai raccroché. Puis vinrent les réseaux sociaux. Léa a posté une photo de ses enfants serrés dans un lit superposé avec la légende « Tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace pour grandir, c'est triste quand les gens oublient ce que signifie la famille. » Les commentaires ont afflué, sympathie, éloges, condamnations indirectes de la part de gens qui ne me connaissaient pas et me jugeaient à travers une image soigneusement cadrée et quelques mots chargés. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que ma mère franchisse la ligne rouge en postant une photo de ma maison.
Je ne sais pas comment elle l'a eu, peut-être via le cadastre ou par quelqu'un qu'elle connaissait, mais soudain mon sanctuaire était exposé avec une légende disant qu'il était déchirant de voir quelqu'un oublier d'où il vient alors que sa famille a tant sacrifié. Je les ai tous bloqués immédiatement, mais le mal était fait. Une collègue m'a envoyé un message pour demander si tout allait bien car apparemment Dana avait encore colporté des ragots au travail, et la moitié du bureau pensait maintenant que j'avais abandonné ma famille en difficulté pour vivre seul dans un manoir. J'avais envie de hurler. Ma maison était un pavillon de 2 chambres et une salle de bain, rien d'extravagant. Le stress s'insinuait partout, je sursautais à chaque vibration de mon téléphone, j'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux et même au travail je me préparais au prochain coup. Puis, un soir, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et je me suis figé, Léa était là, son plus jeune sur la hanche et les 2 autres accrochés à ses jambes. Elle avait l'air épuisée, usée. Pendant une seconde, juste une, j'ai senti ce vieil instinct remonter, l'envie de tout arranger. « Camille » a-t-elle dit d'une voix brisée, « il faut qu'on parle. » J'ai croisé les bras en restant sur le seuil et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a dégluti en expliquant que le propriétaire augmentait encore leur loyer, qu'il ne pouvait plus payer et qu'il devait s'installer chez moi pour un temps car les enfants avaient besoin de stabilité. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit que ma maison n'était pas une option, qu'elle n'était pas assez grande et que ce n'était pas ma responsabilité. Son visage s'est durci et elle m'a demandé si j'allais juste les laisser souffrir. Je ne vous laisse pas souffrir, ai-je répondu doucement, je refuse juste de sacrifier ma vie pour réparer la vôtre. Elle a marmonné quelque chose entre ses dents et s'est détournée en entraînant les enfants. Le lendemain matin, ma mère m'a appelé avec un numéro masqué pour me dire que j'étais sans cœur et que je le regretterais. J'ai raccroché. Ce soir-là, assise seule dans ma nouvelle maison, j'ai réalisé que quelque chose avait changé, pas eux, mais moi. Et il n'en avait pas encore fini. Pendant quelques jours après le passage de Léa, tout est devenu étrangement calme, pas de SMS, pas d'appel, pas de post vague dégoulinant de culpabilité. J'aurais dû m'en douter, le silence n'a jamais signifié l'acceptation dans ma famille, cela signifiait qu'ils complotaient. Ce samedi matin avait commencé comme les autres, j'étais dans mon jardin, à genoux dans la terre, essayant vainement de planter de la lavande. Je me souviens avoir ri de moi-même en pensant à quel point il était ridicule de pouvoir déboguer des codes complexes mais d'être incapable de garder une plante en vie. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules étaient détendues et la maison semblait paisible. Puis je suis parti faire des courses au supermarché et passer à la poste, des choses ordinaires. Je me suis absenté peut-être 2 heures. Quand je suis revenu dans mon allée, mon estomac s'est noué, le SUV de Léa était garé juste devant chez moi. Au début, mon cerveau a refusé d'y croire, je suis resté là à serrer le volant en espérant m'être trompé, mais j'ai vu les sièges auto des enfants à travers la vitre. Mes mains ont commencé à trembler. Je me suis approché de la porte, mes sacs encore sous le bras, cherchant mes clés, et c'est là que j'ai entendu des voix à l'intérieur. J'ai poussé la porte et je suis entré en plein chaos. Zoé et Léo étaient étalés sur mon canapé, entourés de biscuits et de jouets qui ne leur appartenaient certainement pas. Mes coussins étaient par terre et Hugo déambulait dans le salon en mordillant un. Thomas était dans ma cuisine, la porte du frigo ouverte, en train de manger un sandwich comme s'il était chez lui. Et Léa, elle était dans la véranda en train de réorganiser mes meubles. « Oh, salut Camille » a-t-elle dit nonchalamment comme si je rentrais simplement du travail, « t'es déjà de retour ». Ma vue s'est troublée et j'ai hurlé de savoir ce qui se passait. Elle n'a même pas bronché en disant qu'il s'était dit que ce serait plus simple d'emménager pendant que j'étais sorti. Je l'ai fixée, incrédule, et elle a soupiré en levant les yeux au ciel, expliquant que maman leur avait donné la clé en disant que c'était bon, qu'ils avaient vraiment besoin d'espace et que ma maison était la solution la plus logique. J'ai senti quelque chose se briser. J'ai demandé lentement de quelle clé elle parlait, et elle a montré le comptoir en disant que c'était le double que j'avais laissé là lors de la visite d'excuses de ma mère et que je ne l'utilisais pas de toute façon. Thomas m'a enfin regardé pour ajouter que j'étais célibataire et que je n'avais pas besoin de tout cet espace, que cette maison fonctionnait bien mieux pour eux. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je leur ai ordonné de sortir mais Léa a ri en me disant de ne pas faire de mélodrame, que nous étions une famille et que les enfants adoraient déjà l'endroit. Sortez de chez moi, ai-je répété plus fort. Elle a croisé les bras en disant qu'ils étaient déjà installés et que je n'utilisais pas tout cet espace de toute façon. C'en était trop. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17. Les yeux de Léa se sont agrandis et elle m'a demandé si j'étais sérieuse. Absolument,
ai-je dit en tendant le téléphone pour qu'elle voie. Quand la police est arrivée, je suis restée silencieuse pendant que Léa essayait d'expliquer que nous étions de la famille, comme si c'était un argument légal. Thomas s'est plaint de l'injustice, de l'espace et de mon égoïsme, mais les agents s'en moquaient. Ils leur ont dit qu'ils étaient en violation de domicile et qu'ils devaient partir immédiatement. Léa a pleuré, Thomas a marmonné des insultes et les enfants ont pleurniché pendant qu'on les faisait sortir. J'ai regardé en silence alors qu'ils remballaient la nourriture qu'ils avaient volée et franchissaient ma porte d'entrée. L'un des policiers m'a demandé si je voulais porter plainte. J'y ai réfléchi mais j'ai dit non, que je voulais juste qu'ils partent. Après leur départ, j'ai verrouillé la porte et je me suis laissé glisser contre elle en tremblant. Ma maison semblait violée, contaminée, comme si quelque chose de sacré avait été piétiné sans l'ombre d'un regret. L'après-midi même, j'ai changé toutes les serrures. Le lendemain, j'ai fait installer un système de sécurité. Puis, j'ai appelé un avocat. Une mise en demeure formelle a été envoyée à ma mère, à Léa et à Thomas, détaillant tout, le harcèlement, l'intrusion, l'histoire de la clé. Cela précisait très clairement que tout futur contact serait traité par voie légale. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis. Parfois, cela fait encore mal, mais debout dans ma maison silencieuse, les portes verrouillées et mes limites enfin solides, je comprends maintenant quelque chose qu'il m'a fallu des décennies pour apprendre, l'amour n'exige pas de sacrifice sans consentement. La famille ne signifie pas un droit d'accès permanent, et me choisir n'était pas de la cruauté, c'était de la survie.